Bonjour les motivés. Encore aujourd'hui, on a une belle discussion qui va être motivante, qui va être inspirante, avec quelqu'un que je pense que vous allez reconnaître assez facilement. J'ai Biz de Locolocas avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ça va super bien. Tout d'abord, merci d'avoir accepté. C'est super gentil de ta part. Ça fait plaisir. Je trouve ça super cool. Donc, en commençant, là, même si on te connaît bien, juste te présenter un petit peu aux gens, s'il te plaît. Oui, Biz, j'ai fait du rap pendant 20 ans avec le Colocast de 2000 jusqu'à 2020 à peu près, jusqu'à la pandémie. Et puis en 2010, j'ai commencé à écrire des romans. J'en ai 8 de faits actuellement. J'ai écrit un livre pour enfants aussi dont ma fille a fait les dessins. Et puis, scénario de film aussi, là, je suis pas mal là-dedans en ce moment. Ah, Fait OK. que c'est un peu ça l'idée, écriture, toujours de l'écriture. Rap, roman, scénario, c'est pas mal ça qui m'intéresse. Ouais. Excellent, parfait. Merci pour la présentation. Puis sinon, au niveau un peu personnel, y aurait-tu des obstacles que tu aurais affrontés dans ta vie, puis comment tu les as traversés, dans le fond? Des obstacles, oui, tu sais, il y en a évidemment des obstacles parce que ça fait partie de la vie. Exact. C'est pas vrai que c'est pas vrai que vivre l'expérience d'une vie, c'est pas seulement le paradis, ça comporte un peu d'enfer, puis c'est l'enfer qui permet d'apprécier le paradis aussi d'une certaine façon. Moi, je dirais, disons, si on remonte, là, je viens de Québec, mes parents viennent de la Côte-Nord, j'ai un frère plus jeune, j'ai eu deux parents dans l'enseignement, on avait tout le temps des longues vacances à Noël, des longues vacances d'été. On avait un chalet, une maison de campagne dans Port-Neuf, puis je passais tous mes étés là, dans le bois, tout ça. Alors, moi, j'ai vraiment eu une enfance idyllique, je pourrais dire. J'ai eu des parents extraordinaires. Mes parents sont encore vivants, puis c'est des gens extraordinaires, des très bons modèles de parents pour moi. Puis, donc, là-dessus, je sais qu'il y a des gens qui partent. On part toutes à la ligne de. On a toute une course à faire, mais il y en a qui partent plus loin que la ligne de départ. Ouais, ouais. Moi, je sais que je suis parti exactement sur la ligne de départ, puis peut-être même un peu avant. Ça fait en sorte que je suis capable d'apprécier les bonnes choses qui m'arrivent aussi, puis de relativiser en disant il y en a d'autres qui n'ont pas eu le milieu familial que j'ai eu. OK. Sinon, à l'adolescence, j'étais plutôt. J'ai eu une bonne adolescence, tu sais, à l'école et tout. Je n'étais pas ni rejet ni populaire. Je faisais mes affaires. J'aimais bien l'écriture et tout. Euh, j'aurais bien aimé avoir des blondes, mais disons que j'étais paralysé par le fait d'aller rencontrer des filles et tout ça. Fait que il ne s'est pas passé grand-chose au secondaire. Mais somme toute, ça reste très ordinaire et tout ça. Puis, je dirais le point de bascule de ma vie, le premier point de bascule de ma vie qui est très positif, celui-là, c'est quand j'ai été moniteur de camp de vacances. Ouais. Là, moi, j'étais plutôt misanthrope et solitaire. Puis quand je me suis occupé des enfants, là, me suis découvert quelqu'un d'humaniste, d'intéressé par les autres, de curieux envers les autres et tout ça. Puis c'est là que j'ai eu le goût d'avoir des enfants aussi. OK. Ça se voit, tu sais, sur mes cartes d'autobus de la ville de Québec, là. En secondaire 4-5, j'ai les cheveux d'en face, puis la grosse baboune, puis mon été après le camp de vacances, je suis bronzé, les cheveux dégagés, tout ça, puis très souriant. Pour moi, ça a été un changement de paradigme très important. Ouais, ben c'est ça, j'avais vu ça justement, j'avais fait tes recherches, puis je me posais la question, qu'est-ce qui a changé ça justement? Qu'est-ce qui a fait que tu étais du point A et tu es allé au point B? Ben, le camp de vacances, c'est un peu par hasard. Je finissais ma première année du cégep, je n'avais pas de faire de l'été, j'avais pas de job, j'avais rien. Puis j'étais déjà allé en classe verte au camp Trois Saumons avec mon OK. école de Québec. Puis j'ai dit, bon, ben, je vais aller, j'ai rien à perdre. Je croyais pas trop parce que j'avais pas d'expérience vraiment avec les jeunes. J'avais un peu d'expérience de camping, mais c'est tout. Puis ça donnait qu'il y avait besoin de gars cette année-là à Trois-Saumons. Fait qu'ils m'ont pris malgré une évaluation un peu ordinaire de ma part. Puis finalement, au début, j'avais de la misère, j'étais plutôt refermé, puis je savais pas comment, j'étais pas très ouvert. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un moniteur avec qui j'ai passé 2 ans, qui est devenu un de mes meilleurs amis, que je vois encore d'ailleurs, qui reste à Québec. Et là, ça a cliqué, on est devenus des bons moniteurs, on avait le goût de délirer avec les jeunes et tout. Et puis ça a été le déclic, disons, de mon ouverture aux autres. Tu sais, quand tu t'occupes des enfants,
c'est extraordinaire parce que tu es toujours en mode fantastique, émerveillement. Ouais. Puis dans un camp de vacances, c'est un monde en soi. Hein. Même que nous autres, on avait reculé l'heure pour qu'il fasse noir plus tôt pour les jeux Ouais. de bois. Fait qu'on avait notre propre fuseau horaire, c'est pour te dire comment on OK. était coupé du monde complètement. Puis tu sais, tu es dans la nature. Il y avait des filles que je rencontrais, j'ai eu ma première blonde au camp, tout ça. Fait que, il y a tout ça qui a ouvert d'un seul coup, si tu veux. OK. Et puis après ça, tu sais, avant, moi, en secondaire 4, tu étais cave jusqu'à preuve du contraire. Puis après le camp, ben là, je te fais confiance jusqu'à preuve du contraire. C'est fait que ça a vraiment basculé. Et c'est tout un changement, là, quand C'est même. majeur, c'est majeur. Au niveau du camp, tout ça. Je sais que j'ai vu aussi que tu trouvais que les jeunes qui proviennent des camps sont super tripants. C'est quoi qui te fait accrocher le plus sur eux, justement? Oui, ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai 2 enfants maintenant de 12 Ouais. et 16 ans, puis je les envoie au camp régulièrement. Puis quand tu les revois après 2 semaines, ils sont métamorphosés. Ils ont des rendus de 2 pouces, ils sont tout bronzés, ils se sont fait des nouveaux amis. Ils ont débranché leur hostie cellulaire pendant 2 semaines, ce qui est pas Ouais. rien. Et là, Juste ça. Il y a aucun autre cadre ou aucun autre endroit en ce moment pour des jeunes, puis des enfants, puis des ados que le camp de vacances pour sortir, être débranché pendant 2 semaines des réseaux. Il n'y a pas d'équivalent. Nous, on n'avait pas ça, évidemment, quand on était plus jeunes. C'était pas le. Et c'est ça qui est intéressant avec le camp, c'est comme si tu faisais un voyage dans le temps. ouais. Le lieu n'a pas changé de toute façon. C'est encore les mêmes chansons. C'est encore les mêmes sites d'expédition. Puis c'est encore le même plaisir de se retrouver en gang au milieu du bois, puis d'apprendre que ça tosse, ça tombe à terre, puis il y a un peu de cendre de feu dedans, ben, tu vas le manger pareil. Ça va être de la vitamine scout. Puis ça apprend aux enfants qui sont dans des cadres très stricts et très douillets aussi, on peut dire, Ouais. à apprendre à. Tu fais une expé, il pleut, il vente, ton canot renverse, t'es mouillé. Donc, serrer les coudes dans l'adversité. Tu peux Tellement. pas, quand tu fais du canot, laisser un canot derrière et dire débrouillez-vous, nous autres, on avance. Tu dois fonctionner en groupe, apprendre à fonctionner en groupe avec un autre type d'autorité. Ta vie en dépend littéralement quand tu es Ah oui. Alors, tout ça fait que c'est majeur pour les enfants. Ça donne une petite vacance aux parents aussi. Puis, quand tu vas reconduire tes enfants au camp, tous les autos que tu croises de parents qui sont allés reporter leurs enfants ont tout un grand sourire. Yeah, on a des Ciao! Puis en même temps, quand ils reviennent des canots, mon gars, il va faire une expé de canot pendant 3 semaines. Quand ils reviennent au camp après 3 semaines, tout le monde pleure, tout le monde se saute d'un bras, tellement c'est émouvant. Donc, moi, mon enfant, par exemple, mon gars de 16 ans, il y a des enjeux avec la bouffe. On l'appelle Timou Leblanc parce qu'il mange des affaires qui sont molles et qui sont blanches. Là. Genre des poitrines de poulet avec du lait et des pâtes. Là. OK. Puis, ça date depuis qu'il est jeune. Puis là, on rit avec ça. Puis, mais il est très fermé au niveau alimentaire. Mais quand il est au camp, en expé, il n'y a pas vraiment le choix. Là. Ou quand il est au camp avec le cuisinier, il ne peut pas dire au cuisinier, peux-tu pas mettre de céleri dans la sauce à spaghetti? Fait que c'est comme il se débrouille. Il apprend à se débrouiller. Alors qu'à la maison, on a plutôt tendance à modeler notre menu sur le sien. Là, c'est plutôt l'inverse, puis il ne crève pas de faim, puis il se débrouille. Mais c'est bon, justement. C'est tout ce que tu dis par rapport aux enfants, tout ça, aux jeunes. Ils apprennent tellement, justement. Ils apprennent un peu à la dure, si on peut dire, à la dure. Ce que dans le temps, les jeunes apprenaient. Oui, dans un autre cadre qui est celui de l'école ou de la maison, qu'ils connaissent très bien. Puis là, ça. Tu sais, mon gars, lui, il est plutôt Joe Cool, il fait du skate, il joue au hockey. Mais quand il est au camp, il chante des chansons à répondre. Jamais je serais capable de le faire chanter une chanson à répondre chez nous à l'école. Il y a une partie de lui, il se connecte avec une partie de lui-même à laquelle il ne connecte pas normalement. Ma fille, elle a d'autres enjeux, elle s'ennuie plus. Alors, elle, c'est apprendre à dormir 2 semaines sans ses parents, puis tout ça, puis ça les rend plus autonomes. Chaque enfant a un défi en fonction de sa personnalité sur lequel il peut travailler au camp. Et puis, ils reviennent de là, puis pendant 2 semaines, ils t'aident à faire la vaisselle, puis tout ça, puis après ça, ils reviennent comme avant, puis tout oublié, mais au moins, ils sont capables de le faire. Mais tu vas donner le goût à certains parents qui écoutent la vidéo d'amener leurs enfants dans un camp. Pour moi, il n'y a pas de meilleure dépense. Ça devrait être d'ailleurs dans le programme d'éducation au Québec, on devrait envoyer tous les enfants du Québec dans un camp, ne serait-ce que pour les enfants qui sortent jamais de Montréal, les immigrants notamment, mais même les Québécois, apprendre à reconnecter avec le territoire.
le nom des arbres, le nom des rivières, le nom des animaux. Donc, le Québec, c'est pas juste Montréal puis Laval. C'est plus grand que ça. Puis, se rebrancher sur la nature, mon gars qui se lève pas avant midi quand il n'est pas obligé, ben là, au camp, il se lève à 6 heures puis il passe la journée, il n'a pas le choix. Là. C'est l'autre vie complètement. Oui, complètement. Oui, vraiment. Puis, toi, ça m'a fait du bien comme moniteur, puis je vois que ça fait du bien à mes enfants. Puis, je suis impliqué aussi avec les camps bénévolement pour aider aux fondations puis à ramasser de l'argent. Oui, bien c'est ça, justement, j'avais vu que tu étais impliqué puis tu as étudié en loisirs, je pense. Oui, j'ai étudié en loisirs à Trois-Rivières. Justement, à la suite du camp, je vais devenir directeur de camp de vacances. Puis, la seule formation, c'était récréologie à Trois-Rivières. Donc, je suis allé faire mon bac là-dedans. Puis rapidement, j'ai su que j'ai bifurqué des camps de vacances. C'est pas ça que je voulais faire, mais j'ai trippé sur mon domaine d'études au bout. Parce que, notamment, ce que j'aimais de ce bac-là, c'est que c'est un bac multidisciplinaire. Donc, j'avais des cours d'histoire, d'économie, de sociologie, de philosophie, d'aménagement, de psychologie. Donc, moi, ça correspondait bien à mon état d'esprit de curieux de tout, mais spécialiste de rien. Puis ça m'a été utile après pour ma carrière d'artiste, d'écrivain, de rappeur, tout ça, d'être capable. Parce que quand tu écris un livre, mettons, qui se passe en prison, ben faut que tu fasses de la recherche sur la prison pour savoir. Ah oui, évidemment. Ben oui. Puis, alors, c'est un bac, c'est ça, j'ai adoré ce bac-là. J'ai rencontré des gens trippants, des profs extraordinaires. Puis là, à un moment donné, j'étais comme en train d'écrire du rap au lieu de faire mon mémoire de maîtrise, parce que j'avais commencé une maîtrise. Puis là, j'ai bifurqué dans le rap. Mais je suis resté toujours attaché à ce domaine-là, à ce domaine d'études. Puis là, c'est ça. Là, dans la vingtaine, j'ai commencé à faire du rap. Ben justement, c'est quoi qui t'a amené au rap? C'est quoi qui t'a comme poussé vers ça? J'en écoutais beaucoup quand j'étais jeune, dans les années 80, du rap spécialement américain. Puis à un moment donné, on a entendu un gars qui s'appelle MC Solar, qui est un gars de Paris, début des années 90. Lui, il avait trouvé le moyen d'en faire en français, sans que ça sonne quétaine ou parodique. Et puis là, on a dit, oh, wow, OK, ça sonne bien. On n'est pas obligé non plus d'être vendeur de drogue ou d'habiter dans un ghetto pour faire du rap, parce que lui, c'est un littéraire. Le gars, il y avait des références littéraires, puis nous autres, moi puis Batlam, on est des littéraires à la base. Donc, on n'a pas vendu de drogue à Québec, on est des fils de professeurs. Là, fait qu'on ne va pas faire semblant qu'on vient d'un endroit où c'est difficile de vivre. C'était pas ça, mais on avait envie, on a dit, OK, c'est super de pouvoir le faire en français, il faudrait le faire en québécois, avec l'accent québécois, parler de la réalité québécoise. D'où locaux, locace. Locaux, c'est local, puis locace, c'est bavard. Donc, on parle de ce qui se passe de chez nous. Puis, au lendemain du référendum de 95, sur l'indépendance du Québec, qui a été perdu par 50 000 voix, on s'est dit, qu'est-ce qui manque aux Québécois pour se donner envie de se gouverner eux-mêmes et d'avoir un pays qui leur ressemble? Ben, de la confiance en soi puis de la fierté. Comment on peut leur donner ou leur redonner ça collectivement? Oui, on peut faire des discours avec une cravate, mais c'est moins intéressant qu'avec une tuque en fleur de lys, puis un micro, puis du beat, puis on a du fun en même temps. Fait que c'est vraiment le fait qu'on entend. On en écoutait, on aimait ce genre de musique-là qui était basé sur la parole. Puis, tout était à faire au Québec dans ce domaine-là. Donc, il y avait quelque chose de nouveau, de stimulant. Puis, il y avait l'envie de parler du Québec aux Québécois, de donner une fierté de ce qu'on était collectivement aux Québécois. Puis tu sais, il y a bien du monde pendant la pandémie qui ont des opinions, puis qui chialent sur Twitter et tout. Mais nous, Twitter n'existait pas, puis au lieu de chialer dans notre salon entre nous, ben, on a dit, ce qui ne fait pas notre affaire, on va le dire, puis on va l'organiser artistiquement, puis on va prendre la parole, puis on va s'inventer une tribune. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Puis au début, on ne pensait pas que ça allait intéresser les gens parce que le référendum avait comme saturé les gens des discussions politiques autour de l'indépendance. On ne voulait plus en entendre parler après 95. Puis non seulement ça, le rap n'était pas très populaire au Québec. En dehors de Montréal et Québec, ça n'existait pas. Le Québec a toujours été très folk, country et métal. Donc, le genre n'existait pas. Il fallait se battre pour faire reconnaître le genre et il fallait se battre pour faire reconnaître l'agenda politique, si on peut dire. Et puis finalement, on se disait, dans le fond, on va faire du rap pour ma grand-mère qui va nous acheter un disque à Noël, puis ça va être à peu près ça.
Puis ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait partie, malgré nous, d'une vague, d'un renouveau de la musique engagée au Québec avec mes aïeux, Cowboy Fringant, Vulgaire Machin, mon oncle Serge, au début des années 2000. Et puis là, on disait la même chose que Paul Piché, mais on n'avait pas de barbe puis de feu de camp. Donc, c'était un peu la forme qui a donné envie aux jeunes de nous suivre dans cette histoire-là. Puis mettons, bon, ça c'était 2000 avec Manifestif, mais quand est arrivé l'élection des libéraux en 2003 avec Jean Charest, puis après ça, Libérez-nous des libéraux en 2004, bien là, on est devenu populaire à travers le Québec parce que les gens n'étaient pas contents de ce gouvernement-là, puis nous autres, on leur offrait une espèce de porte-voix à leur contestation. Même si le genre, ils n'étaient pas familiers avec le genre rap, mais on avait quand même mis de la podorythmie, de la turlute, pour oui, non, ça l'a pogné à fond. Oui, c'est ça. Ça a résonné avec l'ensemble de la collectivité québécoise à l'époque. Mais c'est ça qui était cool, justement, c'est que ça fitait avec la société à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils sentaient dans leur cœur, ça. C'était comme ça crée un mouvement carrément. Là. Tu sais, des fois, quand tu es en crise, des fois, il te manque des mots pour le dire. Ouais. Puis là, ce que les gens, tu sais, libérez-nous des libéraux, c'est 3 mots très simples. Tout le monde peut comprendre ça. Tout le monde peut gueuler ça à fond avec 500 000 personnes à Saint-Jean, au Parc Maisonneuve ou tout seul dans son char. Mais ça donnait une voix, ça canalisait. Puis tu vois, je trouve qu'en ce moment, c'est ça un peu qui manque. Il y a beaucoup de gens qui sont en crise collectivement pour toutes sortes de raisons, la pandémie, l'isolement, les mesures sanitaires, mais tout ce qu'il y a à dire ou comment ils articulent leur colère, c'est fuck Legault, fuck Trudeau. On entend la colère, mais je vois qu'il manque de mots pour la canaliser ou l'articuler. Puis ça, je trouve ça triste un peu des fois. Comme je me rappelle la dernière, si je t'ai parlé du référendum de 95, la prochaine étape dans le grand mouvement social au Québec, ça a été la grève étudiante de 2012. Puis ce qui m'avait marqué, moi, de cette grève-là, c'était la qualité de l'expression du ras-le-bol envers le gouvernement. C'est-à-dire que les jeunes faisaient des pancartes, ne faisaient pas de faute dans leurs pancartes. Ça, c'est avis aux professeurs. Peut-être que faudrait faire écrire les travaux des étudiants sur des pancartes parce qu'ils ne font pas de faute dans ce temps-là. Ils étaient créatifs, ils étaient imaginatifs, ils étaient énergiques. Moi, ça m'a beaucoup stimulé, ça. Par rapport à la contestation 10 ans plus tard des camionneurs à Ottawa, où là, c'était le degré zéro du langage et c'était simplement un fuck you, qui est légitime au demeurant. Je ne conteste pas l'idée de la colère, mais je pense que dans l'espace démocratique, si cette colère-là ne s'articule pas dans le langage, elle est un peu condamnée à être une colère d'enfant qui se roule par terre au centre d'achat. Ben, c'est ça. Ça n'a pas de crédibilité. Il manque les mots. Oui. Puis les mots, moi, je trouve que c'est... Sur Twitter, il nous manque souvent de mots aussi quand on s'engueule ou quand on s'ostine avec quelqu'un. Puis je pense que quand on manque de mots, on arrive souvent à l'argument celui qui le dit, celui qui l'est, t'es raciste, ça revient à ça. T'es gauchiste. Puis on n'avance pas bien dans ce temps-là quand on manque de mots, je trouve. C'est tellement vrai. Puis justement, moi, je suis un peu en PNL. Je ne sais pas si tu connais la PNL, programmation neurolinguistique. Puis il parle beaucoup justement de la puissance des mots. C'est tellement important. La puissance des mots va tout changer. Là. Puis, avec un enfant, par exemple, là, un enfant qui pleure, un enfant de 2, 3 ans, 4 ans qui pleure, là, parce qu'il ne veut pas mettre ses mitaines, là, juste de verbaliser. Là, ben, c'est ça. Tu ne veux pas mettre tes mitaines? Je comprends que tu ne veux pas mettre tes mitaines. Je l'ai compris. Tu manques de mots, mais je comprends ta colère. Et juste de dire à l'enfant, j'ai compris pourquoi tu braves, puis de formuler à sa place parce qu'il est en train d'apprendre le langage, ça apaise sa colère. Ouais. Puis après ça, quand on est rusé, on dit, est-ce que tu aimerais mieux mettre tes mitaines bleues ou tes mitaines rouges? On lui donne un choix qui n'en est pas vraiment un parce qu'il faut qu'il mette des mitaines, mais il y a quand même l'illusion que lui, il a du contrôle dans sa vie, puis c'est ce qui lui importe. Exactement. C'est juste de le comprendre aussi complètement. Puis, quand le langage apparaît, ben là, c'est plus clair. Là, c'est plus OK, tu es en crise parce que tes amis ne mettent pas de mitaines et tu as l'air d'un bébé si tu mets des mitaines. T'sais. Fait que là, tu peux comprendre le problème. Mais quand il n'y a pas de. Puis moi, d'ailleurs, c'est ce que je trouvais difficile en bas âge. Quand il n'y a pas de langage avec les bébés,
moi, je ne suis pas très habile et très à l'aise avec les bébés parce que je ne décode pas le pleur ou le besoin d'être rassuré des enfants qui pleurent, OK. alors que les mères, en général, sont beaucoup plus fines Ouais. et beaucoup plus habiles avec le non-verbal des bébés. Sinon, là, j'ai vu que tu faisais des conférences dans les écoles. Ouais. C'est important pour toi de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils poursuivent leurs études, tout ça. Ben, j'y vais pour toutes sortes de raisons. Ça dépend des invitations que je reçois. Mais en général, oui, ça tourne beaucoup au niveau de la persévérance, de la motivation à l'école. Puis ce que je leur dis, c'est que si tu es en secondaire 1, puis tu es déjà tanné de ton secondaire, puis tu comptes les dodos comme un prisonnier avant de sortir, ça va Ouais, être long. j'avais bien aimé le. Ça va être long. Puis j'essaie de dire aux jeunes d'essayer de recentrer l'école ou de trouver du sens à l'école. Parce que quand on est obligé de faire quelque chose, même dans notre vie d'adulte, s'il n'y a pas de sens à ce qu'on fait, s'il n'y a pas de motivation, ben ça devient aliénant, puis on passe à côté de quelque chose. Alors, des fois, c'est sûr, puis je partage souvent mon parcours artistique qui est axé sur la lecture, sur l'écriture. Ouais, ben c'est ça, justement. C'est super intellectuel. Moi, je trouvais, là, j'ai toujours aimé ça, le Colocasse, parce que je trouvais ça intellectuel. Je trouve qu'on apprend avec ça. Oui, puis moi, ce que je dis, c'est que l'écriture, dans mon cas, ça m'a aidé quand j'étais plus jeune à extérioriser les sentiments que j'avais qui OK. étaient négatifs. Là, et avec quelque chose de noir, ben, tu le sors de toi. Déjà, c'est beau, ça fait du bien. Tu Ouais. l'organises, tu l'articules, tu peux prendre du recul quand tu l'écris, même quand tu écris dans un journal personnel. Puis après, des fois, si tu veux, tu peux le faire lire à du monde. Puis là, c'est comme tu peux dire, les gens peuvent dire: ah ouais, moi aussi, je me sens comme ça. Puis tu as mis des Ouais. mots sur ce que je ressens, ça me fait du bien. Alors, juste écrire, c'est extérioriser un sentiment. Puis je dis écrire, mais ça peut être jouer de la musique, ça peut être faire de la photo, de la danse, n'importe quelle forme d'art et libérer. S'exprimer, dans le fond. Oui, s'exprimer, exactement, par la création. On peut s'exprimer aussi par le sport. Ouais. Très, quand tu es en crise, c'est hyper stimulant d'aller faire 1 heure de karaté, puis 1 heure de combat de karaté, puis dans un cadre où il y a du respect et tout, mais ça défoule. Alors, c'est ça, des fois, ça peut être plus précis, là, comment écrire une chanson ou parler de mes livres, La chute de Sparte en particulier, qui s'adressait aux jeunes. Mais en général, ça tourne autour de mon parcours artistique, puis de leur montrer que moi-même en secondaire 4, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Puis j'ai quand même réussi à faire quelque chose de ma vie. Ben Donc, oui. c'est pas si inquiétant que ça si on ne sait pas trop quoi faire. L'important, quand on est en secondaire 4-5, c'est de déterminer ce qu'on ne veut pas, ce qui ne nous intéresse pas. Okay. Parce que quand tu es en secondaire 4-5, si tu regardes l'annuaire des professions au Québec, là, je pense qu'il y en a 2000. Alors, tu regardes ça un par un, là, ça peut devenir. Le vertige des possibilités peut amener à une paralysie d'une certaine façon. C'est comme si tu n'en avais plus de choix tellement que tu en as. Ouais, c'est ça. Alors qu'à l'époque de nos pères ou nos grands-pères, ben, c'était ton grand-père est cordonnier, tu vas reprendre la business, puis c'est tout de père en fils. C'est ça. Puis il y avait quelque chose de rassurant là-dedans. Ouais. Peut-être d'aliénant, mais peut-être de rassurant. Alors que maintenant, les jeunes, ils sont devant un vertige. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, ils peuvent aller n'importe où, faire n'importe quoi. Puis la pénurie de main-d'œuvre appelle justement à dire: ah, ben, pas besoin de mon secondaire 5, je peux aller plonger à 20$ de l'heure. Ouais, mais tu vas-tu plonger toute ta vie, puis recommencer 4-5 ans plus tard, alors que tes amis, eux, ils ont continué, ça va être difficile. T'sais. Alors, comment les garder motivés? Ben, identifie, c'est ça ce qui t'intéresse, puis recentre l'école autour de ça. Puis moi, je donne l'exemple du rap, par exemple. On peut recentrer l'école autour du rap avec le français, évidemment, en premier lieu, pour être capable d'écrire comme il faut. La musique, évidemment, pour être capable d'écrire sur le beat. Quoi écrire? Ben, peut-être des cours d'histoire, des cours de sociaux, des cours de géo, ça peut être intéressant. Faire un spectacle de 1h30, 2 heures, c'est fatigant. Cours d'éducation physique, c'est important d'être en forme. Locolocasse, il y a une partie de Locolocasse Inc. C'est une entreprise. Locolocasse, on engage des musiciens, on loue des camions, on dépense des restaurants, de l'essence, donc on est producteur. Donc, on rentre de l'argent, on sort de l'argent. Il faut être capable de faire un budget, un cours d'économie, c'est une bonne chose. J'essaie de convaincre mon gars que, étant donné que tu ne sais pas ce que tu vas faire dans la vie, tu as avantage d'avoir un maximum de flèches dans ton carquois pour être capable de dégainer la bonne quand ça va être le temps. Puis moi, les cours d'économie, j'aimais pas ça. Mais je suis content d'avoir une base, d'être capable de faire un budget maintenant pour le colocasse. J'ai pas d'affaires. Je ne suis pas obligé de payer un comptable, puis je sais exactement ce qui se passe dans mon compte pour ne pas me faire fourrer par le comptable, justement. C'est super important, on s'entend.
Ouais, OK. Puis, Puis, tu m'avais dit à un moment donné, tu m'as dit au début, il y avait-tu des obstacles? Tu sais, là, ouais. je peux parler du parcours. Jusqu'à présent, c'est un parcours assez stable ou même assez facile, on pourrait dire, avec du recul. Et puis, quand on a terminé notre tournée d'Amour oral qui nous avait amenés aux quatre coins du Québec pendant 2 ans et demi. La vie de tournée, c'est génial. Tu es dans un camion avec tes amis, tu fais le tour du Québec. Nous, on avait une clause dans notre contrat qui disait qu'on voulait des bières locales à chaque fois qu'on arrivait à une place. Fait qu'on avait Cool. plein de bières. Les gens étaient super contents de nous faire découvrir les bières. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là, dans ce village-là? Y a-t-il une usine de fermée? On va se documenter, puis on va dédier telle toune le soir au spectacle aux gars qui ont perdu leur job ou des trucs comme ça. Fait que c'était l'occasion pour nous de découvrir ce qui se passait, d'aller dans les bars, de triper avec le monde. Tu arrives dans le bar, le DJ t'a reconnu, il met ta toune, les gars te payent de la bière, les filles te trouvent cool, tu vas à l'hôtel, tu fais jamais ta vaisselle. C'est une espèce de vie d'adolescent attardé, là, c'est génial, mais c'est pas la vraie vie. Puis à la suite de ça, en 2006, moi, mon gars est né en 2006, donc à la fin de la tournée. Puis là, c'est fini, Pop Superstar, là, les biberons, les couches, se faire réveiller la nuit, tout ça. L'atterrissage dans la vie civile normale a été très difficile pour moi. OK. Les pires années de ma vie, j'ai fait une dépression très grave qui a duré pendant 3-4 ans. Et ça me confrontait beaucoup parce que quand tu as un enfant, tu dois être à ton plus généreux. Tu dois t'oublier complètement. Si l'enfant a peur et il se réveille la nuit, il faut que tu viennes le consoler, même si tu as quelque chose à faire le lendemain. Oh oui. C'est très... tu sais, mettons, quand tu es un artiste, tu fais du rap, tu as une grande gueule, tu as un micro, accès aux médias, ça peut être assez facile de se prendre pour un autre puis d'avoir un gros ego. Un enfant, ça te dégonfle un ego assez vite. Donc ça m'a confronté beaucoup. Puis c'est ça, c'était des années difficiles. Puis moi, j'étais confronté à un modèle parental pratiquement parfait ou en tout cas excellent. Puis clairement, je n'étais pas à la hauteur de ce que mon père avait fait pour moi. Puis ça me culpabilisait beaucoup. Et puis, il y avait l'idée de dire derrière ça, quand tu fais une dépression, souvent c'est parce que tu as une question à résoudre, une question très importante dans ta vie. Tu sais, qui suis-je, où vais-je, où suis-je, à quoi sers-je et pourquoi cours-je? Et puis, tu n'as pas le temps de répondre à ces grandes questions-là dans le tourbillon du quotidien. Fait que la dépression, c'est comme, il y a une grosse tempête, tu es dans ton sous-marin, tu fermes les écoutilles, puis tu descends en profondeur, dans la noirceur, dans le calme, dans la froideur. Puis quand tu as répondu à ta question, ben là, tu peux remonter à la surface et là, ça s'est calmé. Et puis moi, il y avait une question d'ordre professionnel parce que je me demandais qu'est-ce que je valais sans mes deux autres acolytes. Je n'avais jamais rien fait par moi-même. J'avais toujours été dans un groupe. Je me demandais c'était quoi ma valeur artistique ou même professionnelle. Qu'est-ce qui allait arriver quand on n'allait plus avoir de groupe? Qu'est-ce qui allait arriver s'il y a un des deux qui partait, un des deux autres qui partait, puis ça veut dire que je perds ma job s'il y en a un qui ne veut plus être dans le groupe. Alors ça m'inquiétait beaucoup. Puis la façon dont j'ai pu me sortir du trou, ben, premièrement, j'ai pris des antidépresseurs, j'ai vu un médecin, j'ai commencé à faire du karaté, à jouer au hockey, à bouger, donc à réactiver, à avoir un mode de vie un peu plus sain aussi. Puis aussi, par l'écriture, j'ai commencé à écrire mon premier roman autour d'une autofiction de ce qui m'arrivait, un père en dépression. Donc, en écrivant, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ce que je vivais, de la distance. Puis ça m'a remis en mouvement. Écrire, pour moi, ça a toujours été du mouvement intellectuel. Puis j'avais mon ordi, je dormais 16 heures par jour. Le reste du temps, je travaillais sur mon ordi dans mon lit. Puis j'ai écrit un livre sur qu'est-ce que c'est une vie quand il ne se passe rien dans ta journée. T'sais. Tout ça en essayant de ne pas être ennuyant. C'est comme la pièce En attendant Godot, c'est une pièce sur l'ennui, mais qui n'est pas ennuyante. Alors, c'est un défi juste à montrer de son ordre. Ça a donné ce petit livre-là qui s'appelle Dérive, qui est un très, très petit livre, là, 90 pages, qui se lit en 2 livrons. Puis la couverture, c'est un... D'ailleurs, la couverture, c'est un gars que je connais à qui j'ai donné des cours de drum quand j'étais plus jeune. Et c'est un type qui dessinait déjà très bien à l'époque où il avait 16 ans. Puis il est allé se former en Belgique, puis il dessine pour Marvel. Et puis il dessine notamment Spider-Man. Oh, ouais, wow! Alors, je l'ai relancé. Je disais, hey, je t'ai écrit une idée, peux-tu me dessiner un marais? Parce que pour moi, ma vie était un marécage. Il ne se passait rien. C'est toujours la même mot.
C'est gris, il n'y a pas de courant. Puis, on le voit là, il y a un petit bonhomme qui dérive sur un radeau tout seul. Donc, moi, le radeau, c'était mon lit. J'étais à la dérive dans mon lit, puis il ne se passait rien. C'est un récit d'autofiction sur la paternité en dépression. Puis ça, j'étais comme rendu au stade où j'avais besoin de plus large qu'une chanson, plus que 2 minutes pour parler de ce que j'avais à dire. Et puis, là, ça m'a remis en mouvement, puis ça m'a aussi rassuré sur mon avenir professionnel. OK, ben si jamais j'ai plus de locaux-locastes, ben, je vais pouvoir écrire des livres tout seul, par moi-même. Puis, c'est ça. Ça a été une sorte de thérapie, dans le fond. Ah, complètement. Wow. Moi, je vais voir des psys, je leur dis, regarde, tu veux comprendre par où je suis passé, je te vais lire ça, on s'en reparlera. C'est comme... Ouais. Puis la thérapie, c'est exactement ça. C'est une prise de parole. Ouais. Quelqu'un qui t'écoute puis qui essaie d'articuler ta pensée. Puis l'écriture, ça a ça comme effet aussi, d'articuler ta pensée. Puis là, ça, c'était pas prévu parce que ça a sorti en 2010. Pas prévu par moi, ni par les fans et les critiques qui ont très bien reçu le livre. Okay. On m'en parle encore plus 10 ans après en disant « Ah, ben je comprends maintenant pourquoi mon chum était déprimé quand notre petit gars est arrivé. » Ou bien moi-même, comme fille, je me suis sentie comme ça, puis j'ai compris pourquoi tu as mis des mots là-dessus. Puis à partir de là, ben là, j'ai eu le goût de continuer d'écrire par moi-même d'autres récits de fiction, d'autres histoires. Puis ça a été en fait un accident. Tu sais, puis tu disais, as-tu eu des obstacles? Pour moi, l'obstacle, tu sais, Nelson Mandela dit je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Moi, je suis un peu d'accord avec ce genre de truc-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Moi, je n'étais pas responsable de ma dépression. Mais j'ai décidé d'en faire quelque chose. J'ai décidé de m'en servir comme d'une opportunité. Quand tu es en dépression, tu as du temps. Tu n'as rien que ça à faire. Tu as un congé de maladie, reste chez vous, puis repose-toi. Ben, quand tu écris, tu as besoin de temps. C'est ça. J'en ai profité. Tu sais. 1+1. Mais c'est inspirant parce que justement, tu aurais pu juste rien faire, mais tu as décidé de faire quelque chose. C'est ça qui t'a sorti de ta torpeur. J'ai décidé, mais ça m'a pris 3-4 ans avant de décider. Au début, je ne décidais rien. Tu sais, c'est ça le principe de la dépression, c'est que le ressort qui fait que tu te lèves de ton lit le matin, il est cassé. Tu sais, puis tu n'as plus le ressort, l'énergie. Puis des fois, tu te fais servir des affaires comme voyons donc, il fait beau dehors. Voyons donc, tu fais de la musique, tout le monde aime ce que tu fais. Puis, moi, c'était très confrontant quand je devais aller dans l'espace public, par exemple, puis aller chercher mon enfant à la garderie. Souvent, tu sais, j'allais le chercher vers 4 heures. Mettons, en hiver, il faisait noir, puis je me levais. Là. Puis la seule activité de la journée, c'était d'aller chercher mon gars à la garderie. Tu sais. Puis c'était confrontant de me faire dire « Hey, ben, c'est quand qu'on fait l'indépendance? » Parle-moi pas d'indépendance ce matin. J'ai sorti du lit dès 4 heures d'après-midi. C'était confrontant, mais sinon, effectivement, saisir ce qui se... Tu sais, comme par exemple, tu perds ta job, c'est plate, effectivement, mais ça peut te donner l'occasion de trouver une job que tu aimes mieux ou que tu aimes plus. Il y a une pandémie, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, moi, j'en ai profité pour écrire un roman pendant la pandémie parce que j'avais du temps et j'avais de la PCU. Tu sais. Fait que, il y a plein de gens que je connais qui se sont réorientés professionnellement pendant la pandémie puis qui aujourd'hui s'en portent mieux en disant j'ai eu une opportunité de faire ce que j'aurais jamais osé faire, c'est-à-dire quitter ma job puis fonder mon entreprise. Ben, c'est ça qui est inspirant, c'est que la vie nous a comme envoyé un test, puis tu as les gens qui vont dire « Ah, la pandémie m'a empêché ça, ça, ça », puis ceux qui vont dire « Ils m'ont permis ça, ça, ça ». Y compris, par exemple, juste j'ai du temps pour lire. J'ai combien de gens, moi, j'ai rencontrés qui disaient « J'aime ça lire, mais j'ai jamais de temps ». Ben là, on n'avait rien que ça à faire. C'est ça, exactement. La vente de livres, y compris les livres québécois, ont augmenté. Ben oui, clairement. Clairement. Puis, si tu avais un conseil là, à donner aux jeunes pour qu'ils prennent action, là, qu'eux aussi, ils se motivent puis ils aillent vers leur rêve, ce serait quoi? Un conseil pour les jeunes, ben, c'est un peu ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire de saisir une opportunité pour, même si a priori c'est quelque chose de difficile, de le transformer. Tu sais, par exemple, je leur explique souvent aux jeunes que du charbon,
Du charbon, tu sais, c'est du bois qui a brûlé ou qui a pourri, puis qui a été compacté par la croûte terrestre. Puis c'est quelque chose de très salissant, puis qui n'a pas beaucoup de valeur. Mais c'est des atomes de carbone essentiellement. Et si la croûte terrestre compacte encore le charbon puis le comprime avec une grande pression, les atomes se réalignent, ça demeure du carbone, mais ça devient du diamant. Alors, le diamant et le charbon ont exactement la même composition chimique, c'est-à-dire des atomes de carbone, mais il y en a un qui est fragile, sale, de peu de valeur. L'autre est lumineux, qui a une grande valeur, laisse passer la lumière. Vraiment, wow. Ce que tu viens de dire, j'espère que les jeunes vont prendre le temps d'écouter ça parce que c'est vraiment une belle manière une belle métaphore, vraiment. J'ai toujours dit que chaque diamant pouvait être poli, mais j'avais jamais pensé à ça à ce niveau-là. Puis vraiment, c'est vraiment, wow. Chaque diamant vient du charbon. Ben, c'est ça. J'avais jamais pensé à ça. C'est vraiment incroyable quand tu y penses. Des fois aussi, quand tu entreprends quelque chose, c'est difficile, puis tu ne vois pas la fin, puis on est tenté d'abandonner avant, mais si on ne continue pas à travailler notre charbon, on va arrêter avant d'avoir du diamant. T'sais. Fait que des fois, il faut aller au bout aussi. J'adore ça. Puis l'écriture ou la création, en tout cas, pour moi, m'a beaucoup aidé à transformer mon charbon en diamant. Là, vraiment. OK. Fait que c'est vraiment d'aller trouver ce qui va faire que tu vas t'exprimer, peut-être. Oui, ça t'intéresse. Mon gars, par exemple, pendant la pandémie, il était en quarantaine 4 fois chez nous à rien faire. Puis il a commencé à faire des beats de rap. Fait que j'ai acheté un contrôleur MIDI, j'ai acheté des banques de sons. Il était tout seul chez nous, mais il faisait ses affaires, il me montrait, écoute, il a progressé, il a pris des tutoriels. Fait qu'au lieu de regarder, de s'abîmer dans l'abîme de Netflix, il a fait de la création. On discutait souvent, tu pourrais mettre ci, tu pourrais faire ça. Fait qu'il a mis à profit un temps en quarantaine qui était perdu, puis il a peut-être trouvé ce qu'il va faire plus tard parce que ça l'intéresse. Il aimerait peut-être ça aller en musique au collège, puis tout ça. Fait que, tu sais, ne jamais. Moi, je pense il faut être à l'écoute de ce qu'on aime puis ce qui nous passionne. Tu ne peux pas faire un métier juste parce que c'est payant. Faut que tu le fasses parce que ça t'intéresse. Puis si ça t'intéresse, tu vas être bon. Puis si tu es bon, tu vas faire de l'argent. Tellement. Tu as tellement raison. Puis tu sais, c'est bien beau vouloir faire de l'argent si on n'a pas d'intérêt, mais c'est un peu comme l'école. Tu vas te sentir en prison puis tu vas faire ton temps pendant toute ta vie. Ben oui, puis c'est pas intéressant. Là. Tu ne seras pas heureux. Puis je veux dire, tu vas faire beaucoup d'argent pour au final avoir besoin de beaucoup d'argent pour t'évader de ton travail de merde, tu sais. Alors que si ton travail est super plaisant, tu sais, comme moi, mon travail avec Locaux, quand je faisais des tournées, ou même maintenant, quand je vais dans les salons du livre et tout, quand je visite le Québec, je suis payé pour le faire. Donc, je peux être payé moins cher parce que je n'ai pas à dépenser pour faire du tourisme. Tu comprends? Parce que je suis allé en France avec mon art et tout ça. Fait que ben oui. C'est peut-être moins payant, mais au final, j'en fais plus. Puis ça ne me coûte pas plus cher. Tu sais. C'est hot, là. Tu vis de ton rêve, justement, mais c'est malade. Exactement. Excellent, excellent. Puis sinon, là, on va aller plus au niveau inspiration. Est-ce que, moi, j'aime bien là, continuer la chaîne que je fais présentement avec d'autres gens. Je voulais savoir si y avait quelqu'un, toi, qui t'inspire, que je devrais inviter sur ma chaîne. Quelqu'un que je trouve inspirant, écoute, il y a énormément Au Québec, en particulier, il y a je peux penser. Je pourrais penser à un gars comme Samian, par exemple, qui est un métis Anishinaabe qui est né à Picogan et puis qui a commencé à faire du rap avec nous autres. Puis qui maintenant, il a fait de la photo, il a fait des films. Là, il joue dans les films, c'est devenu un acteur pratiquement à temps plein. Il a une prise de parole, il a travaillé avec il fait beaucoup valoir la réalité des Premières Nations. Mais comme il est métis avec les Québécois, il fait des ponts. C'est quelqu'un qui comprend les deux univers et qui essaye de faire des ponts avec les deux univers. Donc, moi, c'est sûr que je regarde son parcours, je le trouve extrêmement inspirant. Sinon, je dirais, c'est ça. Sinon, qui je te dirais qui est encore en vie, hein, parce qu'il y en a, je t'aurais bien dit René Lévesque. Oui, effectivement, ça aurait été cool de jaser avec lui. Pierre Lemoine d'Iberville, mais bon, ça va être compliqué. Sinon, tu vois, je n'avais pas réfléchi spontanément à cette question-là, mais spontanément, je te dirais Samian, sinon. Bon, j'en prends note. Ouais. Je vais l'inviter. Je vais lui montrer ça. Puis, sinon, toi, au niveau de tes objectifs, y aurait-tu un objectif là, que tu veux atteindre d'ici 3 à 6 mois?
3 à 6 mois. J'aimerais, je travaille sur 2 scénarios en ce moment qui sont 2 adaptations de 2 de mes romans. J'aimerais ça qu'on aille en production. C'est-à-dire que là, on puisse financer, puis dire on tourne, puis on a marqué. Fait que j'ai comme 2 projets. Si je n'avais au moins un des 2 qui marchait, je serais content. Si les 2 marchaient, je serais vraiment content. Parce que justement, quand tu travailles, tu sais, moi, si j'écris un roman maintenant, je suis sûr qu'il va être publié. Donc, je sais que je ne travaille pas pour rien. Ouais. Mais si je travaille un scénario, c'est possible qu'il ne soit pas tourné. Parce ça te sort de ta zone de confort un peu, là. Ben, c'est juste que ça ne dépend pas juste de moi. Si j'ai besoin, quand j'écris un roman, là, je peux mettre 15 avions qui détruisent tout New York en explosant, puis ça ne coûtera pas cher dans mon roman. Si je veux le faire en film, le producteur va peut-être dire comme toi. Fait que c'est pas toutes les histoires scénarisées qui finissent par être tournées parce qu'au Québec, on a de l'argent public, puis l'argent est limité. Il y a plusieurs projets qui doivent être financés, donc il y a un choix qui est fait. Alors, moi, j'aimerais ça, si je pouvais en avoir un des 2 d'ici 3-6 mois où on va en développement puis même en production, je serais vraiment content. Ouais. En tout cas, si jamais tu réalises un film, là, tu écris un film, ça te prend Patrick Côté comme comédien. Ben, ouais, c'est ça, évidemment, ça dépend toujours des rôles. Mais tu vois, le casting, ça, c'est la belle portion parce que ça veut dire qu'on a le financement, on a l'histoire, puis là, on essaie de coller le meilleur acteur avec le personnage. Ouais. Non, mais c'est une petite blague que je fais parce que j'ai parlé avec lui, puis il m'a dit qu'il aimerait ça gagner un Oscar un jour. Ah ouais, OK. Mais toi, ça, c'est un autre truc. Moi, je crois, même si ça peut être un peu ésotérique, moi, je crois que ce que tu envoies dans l'univers, ça finit par te revenir. Oui, j'y crois beaucoup aussi. Tu envoies de la merde à l'univers, ça se peut que tu en sois. Ouais. Ça se peut que non, mais c'est vrai, si tu es désagréable avec les autres, ça se peut que les autres soient désagréables avec toi. Et inversement, c'est peut-être, les effets sont peut-être plus longs, la semence est peut-être plus long avant de récolter, mais quand tu envoies du bon, ça finit par se savoir, puis les gens ont le goût de travailler avec toi, puis les gens ont le goût. Puis tu sais, quand tu as le choix, mettons, de travailler avec quelqu'un, à qualité égale, qui tu vas prendre? Celui qui t'envoie chier, celui qui a la baboune ou celui qui est cool, puis qui est gentil, puis qui est généreux? Je pense qu'on sait la réponse. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, ça j'y crois. Fait y compris même faire savoir aussi bêtement à quelqu'un que, hey, je suis disponible, puis j'aimerais ça, faire ça. J'ai jamais joué, mais je pense que j'aimerais ça, je me verrais dans tel rôle. Si personne n'y pense, c'est pas con. Tu sais, Danny Laferrière, là, il est membre de l'Académie française, OK? C'est la plus grande organisation d'écrivains francophones au monde de l'histoire de l'humanité. Puis, normalement, c'est quelqu'un qui soumet ta candidature. Lui, c'est lui qui a écrit sa candidature. Hey, j'aimerais ça faire partie de votre gang. Voici mon dossier. Ben, Chris, il a été pris. Alors, s'il ne l'avait pas fait, il serait encore en train d'attendre. Ben là, j'aimerais ça que quelqu'un me mette en nomination. Mets-toi en nomination, tu sais, je veux dire, fais-le. C'est un super bel. Tu sais, Danny Laferrière, tu me parlais de quelqu'un d'inspirant. Ouais. Lui est inspirant, très inspirant. J'en prends note. Je vais aller voir ça aussi. Oui, mais non, c'est vrai, tu as tellement raison. Puis il faut oser dans la vie aussi. Il faut foncer, il faut faire ce qu'on veut. Oui, puis tu peux dire non, OK, c'est correct. Tu passes aussi. Non, c'est ça. Pour dire non, à un moment donné, il y a un oui. Puis ce oui-là, tu ne l'aurais pas eu si tu étais resté chez vous à rien faire. Oui, effectivement. Puis je peux dire que c'est un peu ça que je vis à tous les jours présentement. Demander puis faire dire oui ou non. Mais tu vois, c'est ça. C'est la même chose avec des étudiants qui m'envoient des affaires. Hey, j'aimerais ça faire une entrevue avec toi pour mon travail. Puis ils envoient une bouteille à la mer. Puis moi, je leur réponds tout le temps oui. Non, ouais, tu dis oui. Ben oui, tu m'as demandé. Tu as osé me demander. C'est ça. Je vais te récompenser. C'est comme toi, tu sais jamais, c'est pas tout le monde qui peut. Nous autres, ça nous a pris 3 fois avant qu'on se rencontre. On a vraiment travaillé fort, mais je veux dire, on le voulait les deux, on trouvait ça important les deux. Exactement. Puis si tu ne le demandes pas, tu ne le sauras pas. Exactement. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que les jeunes sachent, puis qu'ils l'apprennent, puis qu'ils... C'est ça. Tu ne présumes pas, mettons, Biz est occupé, il va dire non. Présume pas. Non, c'est ça. Je peux que je te dise non. Mais je ne pourrais pas te dire oui si tu ne me le demandes pas. Exactement, parce que tu ne peux pas savoir. Bien, sur ce, écoute, je te remercie encore justement d'avoir dit oui. Merci beaucoup d'avoir fait partie du mouvement.
Je trouve ça super inspirant. Moi, j'ai adoré nos colocasts. Je les aime encore. Je les écoute encore souvent. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à m'engager dans la société. Je te remercie pour ça. Puis, je te dirais que même pendant la manifestation étudiante, tout ça, j'ai été bien. Je vous ai chanté haut et fort. Donc, Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. donc, merci encore. Puis, je te souhaite de passer une excellente journée. Merci. Bon été à tout le monde. Merci. Bye bye.